Bonjour à tous, on a la chance aujourd'hui de recevoir Olivier Lacombe qui est un consultant et dirigeant d'Axo Conseil. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le digital, il a débuté comme designer avant de se spécialiser dans le code et la stratégie numérique. Son fil conducteur, améliorer l'efficacité et la productivité des équipes, que ce soit en optimisant les ventes ou en réduisant le temps passé sur des tâches répétitives. Au fil de sa carrière, il a accompagné de grandes entreprises comme Avis, Europcar ou la SNCF, mais aussi de nombreuses PME et start-up, toujours avec la volonté d'apporter des solutions concrètes et innovantes. Passionné par l'intelligence artificielle, il s'est récemment spécialisé dans l'IA générative et le prompt engineering. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? Formant des professionnels à ces nouveaux outils. Olivier vient de lancer Prompter, une application française qui permet de créer, organiser et partager les prompts IA entre collaborateurs, facilitant ainsi l'usage de l'IA au quotidien, quel que soit le niveau de l'utilisateur. Alors Olivier, ma première question, Prompter, qu'est-ce que c'est ? Prompter, c'est une simple application qui est accessible à tout public, qui est disponible aussi bien pour des particuliers, des professionnels, des entreprises qui travaillent en équipe, et qui va permettre de gérer, stocker et de partager tous les prompts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prompt, peut-être pour nos auditeurs ? En fait, quand vous écrivez quelque chose à ChatGPT, à Claude, c'est une instruction. Et le prompt, c'est cette fameuse instruction. Donc, il y a un certain nombre de règles pour que ça fonctionne bien. Et l'outil est là pour vous accompagner à notamment les créer, mais également derrière à les exploiter, à les utiliser, quelle que soit la plateforme que vous préférez. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette application ? Alors, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je donne des formations auprès de professionnels. Et à chaque fois que je fais ces formations, j'en ai une notamment qui s'appelle l'art du prompt, c'est comment bien rédiger un prompt. En fait, les gens me demandaient mais comment je fais pour stocker tout ce qu'on a fait et pour pouvoir l'exploiter, le partager avec mes collaborateurs. Et à l'époque, vous prenez un bloc-notes et puis vous écrivez dedans et vous partagez le fichier texte. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Il y a toujours pas de solution qui existe sur le marché ou des solutions qui sont très techniques. Et donc je me suis dit, au-delà du fait de créer une appli française, parce que dans cet écosystème, on a assez peu d'acteurs français, je me suis dit, moi j'ai les compétences et j'ai pas mal de clients d'entreprises formées qui pourraient peut-être être intéressés. Donc j'ai lancé cette appli que j'ai développée cet été et bien évidemment avec de l'IA, sinon ce serait pas drôle, qui est disponible depuis en bêta, donc en essai pour l'instant depuis fin août et qui ne cesse d'évoluer puisque je lance des nouvelles fonctionnalités régulièrement. Et l'objectif, c'est de permettre à des entreprises de toute taille, que ce soit des TPE ou des grands groupes, de partager en sécurité des prompts qui peuvent être utilisés par de la direction, par des services RH, par différents services de l'entreprise, voire des prompts administratifs qui permettent de faire des courriers, mais de manière extrêmement simple. Cet outil n'existe pas ailleurs ? Alors, il y a des outils open source, mais comme je le disais, qui sont très techniques. Donc, il faut avoir des compétences qui sont vraiment destinés à des prompt engineers, donc des gens qui font ça toute la journée. Et moi, mon idée, c'était plutôt de cibler les entreprises qu'on peut croiser tous les jours, qui ont juste besoin de se servir de l'IA pour être plus productives, mais qui n'ont pas les compétences techniques. Et donc, l'idée, c'est progressivement d'avoir des fonctionnalités qui permettent à n'importe quelle personne d'acquérir un certain nombre de connaissances sur comment j'utilise l'IA et surtout de pouvoir les enregistrer. À chaque fois qu'on fait des modifications dessus, il y a ce qu'on appelle du versionning, tout un historique des modifications. Donc on a de la sécurité, on a du backup, on a des sauvegardes, tout ce qui permet d'être serein et avec un endroit centralisé. Comment s'est passé le développement de cette application ? En fait, dans notre jargon, on appelle ça un bac à sable au départ, donc sandbox en anglais. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que juste avant l'été, il y a un des éditeurs qui s'appelle Claude, de la société Anthropic, qui a lancé une nouvelle version qui s'appelle Claude Code. Et je me suis dit, pour mes propres besoins professionnels, il faut que je le teste. Et puis, en fait, c'est tellement addictif que je me suis dit, sur quoi je pourrais le tester ? Et puis j'avais ça dans mes tuyaux depuis un sacré bout de temps. Et donc j'ai dit, tiens, je vais me lancer là-dessus et je vais voir en combien de temps j'arrive à coder cette application, une première version de cette application. Donc voilà un peu le pourquoi j'ai commencé à travailler sur le sujet et notamment avec Claude Code. Alors j'en ai profité pour essayer
les produits concurrents. Au passage, ça m'a permis de faire ce qu'on appelle un benchmark dans notre jargon, qui permet d'évaluer un petit peu et de comparer, voir quel est l'outil le plus performant à un instant T. Et malgré le fait que Google ait sorti son équivalent, que OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, ait sorti un équivalent, Claude Code, pour les développeurs, c'est juste énorme. Le sujet de l'IA, vous le pratiquez depuis un certain nombre d'années. Vous êtes dans la logique de vulgarisation et de pouvoir le rendre accessible à tous. Comment quelqu'un qui entend parler de ça, mais qui ne sait pas comment l'aborder, qu'est-ce que vous lui dites? Comment vous l'accompagnez là-dessus? Alors, comme je disais, je pense que malgré tout, comme toute innovation, il y a un besoin de formation initiale. C'est aussi pour ça que j'ai commencé par ces fameuses formations ou masterclass que je propose, pour justement que les gens, pour enlever des verrous. Voilà, les gens ont des craintes, les gens ont un certain nombre d'incompréhensions. C'est comme quand Internet est arrivé, ou c'est comme quand on a commencé à robotiser des chaînes de production. C'était pas quelque chose d'inné. Il a fallu expliquer aux gens, leur montrer, leur donner des exemples, des cas d'usage, comment s'en servir. Donc c'est une grosse partie de ce que je fais. Après, c'est vrai que quand j'accompagne les entreprises, je commence souvent par la direction, avec un module qui s'appelle Gouvernance et stratégie de l'IA et qui permet de les accompagner sur cette partie-là, de leur montrer comment ça peut se déployer dans l'entreprise avec un certain nombre de règles, notamment éthiques, sécuritaires et tout ce qui permet justement d'assurer la continuité et d'accroître la performance de l'entreprise sans froisser les gens en fait. On est d'accord que l'intelligence artificielle, c'est incontournable dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA, Olivier? On me pose sans arrêt cette question-là. J'ai tendance à penser que on peut, avec un tournevis, s'en servir tous les jours pour réparer un moteur, mais on peut aussi faire des choses abominables avec. Donc je pense que l'outil est là, mais comme on peut le voir dans des usages en Chine, dans des usages militaires, on peut toujours faire des choses vraiment pas très chouettes avec, mais pas plus qu'avec un tournevis. Donc vous proposez des choses chouettes, d'optimiser la synergie dans les équipes, entre les uns et les autres. Question, quel message pour les entrepreneurs qui hésitent à s'y mettre à l'intelligence artificielle? C'est quoi votre message? Alors, j'ai pas vraiment un message, j'ai plus une conviction. Aujourd'hui, et en particulier en France, les entreprises sont relativement étouffées par les charges. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on légifère sur ce genre de choses, les robots d'intelligence artificielle, eux, n'ont pas de charge sociale. Donc l'idée, c'est pas de remplacer les humains, même si le cours des choses va le faire de manière naturelle, comme ça a été le cas. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la robotisation des chaînes de production, de l'arrivée d'Internet. Ça a bouleversé les choses, ça a changé la donne. Aujourd'hui, c'est pas est-ce que je m'y mets ou est-ce que je m'y mets pas, c'est comment je m'y mets de manière éthique, responsable, avec un cadre qui me permet d'être serein sur l'avenir de mon entreprise pour lui donner une bouffée d'oxygène. Parce que malgré tout, quand on consomme des heures et voire des jours à faire certaines tâches et que du jour au lendemain, je libère ces personnes de tâches qui sont en plus pas du tout agréables à faire, qui sont un peu, voire même dans certains cas, pas exceptionnelles du tout. En fait, on se rend compte qu'on a une amélioration on réduit le turnover, en fait, tout simplement. On rejoint une situation où on amène un confort à ses propres salariés et on les laisse se concentrer sur des tâches qui sont beaucoup plus intéressantes, à plus forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Et c'est ça qui est vraiment très important. Merci Olivier pour ces précisions. Petit rituel dans la chronique Good Morning Travail, des questions spontanées. Si vous deviez résumer votre parcours entrepreneurial en 3 émotions, lesquelles choisiriez-vous? Très bonne question. C'est la seule. Là, je vous dis, Olivier réfléchit. Il réfléchit beaucoup. Il a pas d'IA pour répondre. Non, c'est le terme émotion en fait qui vous rend sous une émotion forte. Ouais. Alors, je vais vous poser une autre question parce que je ne veux pas vous coincer. Quel a été le plus beau nom, le nom que vous ayez reçu dans votre vie d'entrepreneur? Celui qui s'est transformé en oui derrière. Ok. Et alors, concrètement, c'était quoi? C'était un projet qui allait probablement pas se faire et c'est tombé pile poil à une période où j'étais à fond dans la formation et l'apprentissage commercial parce que je suis pas du tout commercial au départ et en réalité j'ai appliqué assez bêtement ce que j'étais en train d'apprendre. Donc lever les objections, faire en sorte de mieux
mieux comprendre les attentes, ce qui bloquait du côté du client, et ça s'est transformé en oui. Et dernière question, Olivier. Si vous n'étiez pas entrepreneur, vous seriez quoi aujourd'hui ? Si j'étais pas entrepreneur, je fais plein de questions pêche aujourd'hui. Je pense pas en fait que je serais autre chose qu'un entrepreneur. J'ai toujours été dans cette... j'ai travaillé en tant que salarié pendant, 2 ans. Et j'ai monté ma première entreprise à 25 ans. Je pense pas que je ferais marche arrière ou que j'aurais choisi une autre voie. Je me suis toujours dit que c'était une autre vision que je voulais apporter, une autre approche que je trouvais pas forcément dans les boîtes où j'ai travaillé. Et c'est ça, moi, qui me motive, c'est d'apporter quelque chose d'assez différent, une approche qui est peut-être beaucoup plus humaine, plus à l'écoute, par rapport à un métier qui est très artificiel. Merci Olivier pour cette conclusion. On rappelle le nom de l'application Prompter. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Sur prompter.olacombe.com, promter.olacombe.com. Super. Très belle journée à vous. Merci à tous et excellente journée sur Radio Clapas.